Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillant actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus et dans cet épisode, nous allons voir comment faire augmenter votre moyenne. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Rezaïn, le podcast de Resalience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Delphine. Salut Delphine. Salut Alexis, bah écoute, le plaisir est pleinement partagé. J'ai hâte d'attaquer ce sujet. Effectivement, voilà, on va essayer de vous donner aujourd'hui, comme d'habitude, un maximum de conseils pour que vous ayez un entourage le plus adapté et le plus motivant possible, et notamment dans votre stratégie de recherche d'emploi et de bascule de parcours entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Avant de commencer sur le cœur du podcast, on voudrait vous faire un point sur Resalience. On a pas mal discuté avec Delphine et Asia, on a pas mal discuté tous les trois sur la tournure qu'on souhaitait donner à Resalience en 2023. C'est vrai qu'on a mis en place pas mal de jolis projets. On a eu des beaux échanges avec vous sur l'année 2022 et on a créé pas mal de contenus, d'événements et on a essayé notamment d'avoir une ligne directrice la plus claire possible, aussi bien pour nous que pour vous. Donc là, on l'annonce officiellement, clairement. L'objectif de Resalience pour 2023, c'est de créer la plus grande communauté de doctorants et de PhD en biologie qui souhaitent poursuivre dans le privé, donc en entreprise. Je répète, donc de créer la plus grande communauté de doctorants et de PhD en biologie qui souhaitent poursuivre en entreprise. Le but de ça, c'est d'arriver à fédérer des personnes et de créer un maximum d'échanges à la fois entre vous et également nous qu'allons pouvoir vous donner un maximum de conseils via différents canaux qu'on va vous décrire juste après. Delphine, qu'est-ce que Ah ça bah, t'inspire? écoute, je suis chaude. J'ai presque les mains moites à cette annonce de communauté. Elle existe déjà, elle est en croissance, mais voilà, comme tu l'as très bien expliqué déjà, on a envie encore plus de cadrage, de vitesse, d'efficacité, et on a besoin de vous pour ça. Donc voilà, nous on est super chauds. J'espère que vous aussi. En tout cas, je suis super impatiente de voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Non, tout à fait, c'est exactement ce que tu dis, Delphine. On a besoin de vous dans le sens où plus on aura une communauté importante, plus on aura de poids, nous notamment, pour aller chercher des personnes, on va dire, de haut niveau, voire de très haut niveau, pour vous donner un maximum de conseils. Donc, effectivement, le poids de la communauté va nous permettre, va nous aider à aller chercher, à vous présenter des interlocuteurs de plus en plus intéressants et qui vont avoir des conseils de plus en plus pertinents. Donc, si vous souhaitez rejoindre la communauté Resalience, il y a 2 possibilités. Et là, vraiment, on vous demande de nous suivre via ces canaux-là. Le premier, c'est YouTube. Donc, allez sur la chaîne YouTube. Si vous, actuellement, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, allez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez les notifications. Clairement, voilà, de faire grossir cette chaîne YouTube, c'est ce qui va nous aider à apporter du poids à la communauté. Le deuxième, c'est de rejoindre notre liste email. Vous devez avoir un lien dans la description de cet épisode. L'idée de ça, c'est qu'on puisse notamment communiquer avec vous toutes les actualités de Resalience. Alors, on ne va pas vous spammer, c'est pas du tout l'idée. C'est que vous ne loupez rien de l'actualité de Resalience. Et je pense qu'à terme, ce qu'on souhaiterait aussi avec cette liste d'emails, c'est pourquoi pas vous communiquer des offres d'emploi à destination des jeunes chercheurs. Donc voilà, donc rejoignez cette liste d'emails et la chaîne YouTube. C'est ce qui va nous permettre de peser de plus en plus avec Resalience.
Au niveau de la stratégie de publication de Résilience en 2023, on va continuer, ce qu'on a fait en 2022. On va juste, enfin alors «juste» entre guillemets parce que c'est pas rien quand même, on va augmenter l'intensité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vous proposer un contenu par semaine qui va sortir sur YouTube et on vous donne rendez-vous les jeudis à 10 heures. Donc tous les jeudis à 10 heures, vous aurez un contenu de résilience qui va sortir. Ça a déjà commencé depuis 15 jours. Donc voilà, donc tous les jeudis à 10 heures, un contenu de résilience et on va vous proposer trois types de contenus. C'est des choses qu'on a déjà fait en 2022 et donc on va accélérer en 2023. Les premiers contenus qu'on va vous proposer, ce qui a fait le succès et le démarrage de Résilience, c'est les interviews. Et ça, c'est un projet qui va être mené par Delphine. Du coup, Delphine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les interviews? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui est prévu pour 2023? Mmh. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on approche, de la date anniversaire là. Notre chaîne YouTube avec les interviews est née avec Asia et moi-même en février 2021, là, février, 2023, les 2 ans. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les interviews, donc l'idée c'est de se retrouver, d'abord, en privé mais en live pendant 30 minutes et donc voilà, donc jusqu'à présent c'était Asia ou moi-même qui accueillait, nos invités pour recueillir leurs témoignages. Là je reprends le flambeau pour laisser, d'autres tâches à Asia. Donc je fais, le travail de choisir des personnes les plus intéressantes possibles. C'est peut-être pas très bien formulé, mais en tout cas qui occupent des postes ou qui travaillent dans des contextes ou des sociétés qui vous intriguent, qui vous intéressent. D'ailleurs, si vous avez des demandes précises, n'hésitez pas, hein, à écrire à resiliencephd@gmail.com. On est à l'écoute de ce que vous attendez puisque ce qu'on fait, c'est pour vous. Donc voilà, donc 30 minutes d'échange avec un invité VIP, voilà, qui va travailler dans le consulting, dans le commerce, dans la chefferie de projet, pourquoi pas dans les ressources humaines, dans la communication. Il y a un petit peu d'entrepreneuriat aussi. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. L'idée, c'est de vous pousser des infos concrètes sur des métiers vraiment expliqués en live et vous balancer de l'énergie positive. On pourra en reparler tout à l'heure. Donc 30 minutes de ça et après c'est environ 15 minutes qui vous sont réservées. Vous pouvez allumer votre micro, votre caméra si vous le souhaitez pour discuter avec notre invité. Il y a un chat pour les personnes qui ne souhaiteraient pas se retrouver sur la chaîne YouTube. Donc voilà, donc on fait ça en live. C'est ensuite publié voilà, avec le planning que Alexis vous a présenté tout à l'heure. Et donc j'en parle encore pendant quelques secondes puisque la semaine prochaine va sortir notre vidéo interview événement pour les 2 ans. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Je vais interviewer la belle, la grande, la lumineuse, l'incroyable, l'énergique Asia. Et oui, parce que la toute première interview, c'est Asia qui m'avait interviewé moi sur mon poste de consultante. Et là, on inverse les rôles. Je vais accueillir, je suis vraiment émue en vrai, accueillir Asia pour voilà, même si vous connaissez peut-être déjà un petit peu son parcours, mais on va reprendre tout ça ensemble et voir qu'est-ce qu'elle fait exactement aujourd'hui dans sa start-up. Voilà, voilà. J'ai une tachycardie, dis donc. Ça va Non, être génial. ouais, effectivement. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, hein, l'épisode avec Assia n'a pas encore été tourné, pour être tout à fait transparent avec vous. Effectivement, je pense que ça va être un moment important dans les interviews de Résilience. C'est vrai que ce projet Résilience, qui est porté par Assia depuis le début, Assia, elle a un parcours super intéressant parce qu'elle a un doctorat, elle a fait des post-docs derrière. Derrière, elle a monté ce projet Résilience, elle a développé une communauté incroyable. Notamment un réseau assez impressionnant sur LinkedIn et ce réseau qui lui a aussi ouvert des opportunités et aujourd'hui, notamment là où elle bosse, c'est grâce à la création de ce réseau-là. Donc, vous, en tant que jeune chercheur, en tant que doctorant, en tant que PhD, je pense qu'il y a pas mal de points intéressants que vous allez pouvoir, et applicables aussi à votre niveau, pour derrière aller développer un réseau et comment se servir de ce réseau pour vous ensuite trouver du boulot en dehors du laboratoire académique. Donc voilà, donc effectivement les interviews Résilience, hein, voilà, c'est des personnes qui ont le même profil que vous, un doctorat en biologie et qui font autre chose que de la recherche dans un laboratoire académique et qui vous expliquent comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Euh,
voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Il y a déjà pas mal, hein, d'interviews sur la chaîne, hein, à découvrir si vous les avez pas, si vous les avez pas encore vues. Heu, donc je vous encourage, à aller sur une chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube Résilience PhD. Delphine? Ouais, il y en a 32 peut-être à l'heure où on parle, enfin voilà, plus d'une trentaine et ce que je voulais ajouter, c'est que voilà, je me replace dans la Delphine d'il y a quelques années, en doctorat qui veut des infos et qui trouve un peu, de quelques infos par-ci par-là, mais pas vraiment exactement ce que je voulais. Et je suis très fière de ce qu'on a fait aujourd'hui parce que cette chaîne YouTube avec ces interviews, c'est vraiment ce sur quoi je voulais tomber. Je voulais tomber sur des gens voilà, qui ont un doctorat en biologie ou biochimie, enfin voilà, des choses très proches. Et de voir, mais vous faites quoi? Comment? C'est quoi vos journées? Enfin, que faites-vous? Qu'est-ce qui vous plaît? Il y a peut-être plus de paillasse du tout. Comment ça peut nous intéresser, nous, docteurs en biologie? Ou peut-être qu'il y a toujours de la paillasse, hein, bien sûr, mais dans le privé. Et qu'est-ce que ça change exactement? Enfin voilà, c'est vraiment exactement ça que j'aurais voulu trouver à l'époque. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui bah, depuis à peu près 2 ans et ce qu'on va continuer à vous offrir parce qu'il y a encore tellement d'horizons à explorer. Mais voilà, sinon Alexis a très bien reformulé ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. Donc on peut peut-être passer à l'explication des visiodocs. Ouais, juste alors par rapport à ce que tu as dit, effectivement, et en plus dans ces interviews, effectivement, la personne nous explique ce qu'elle fait aujourd'hui, mais en plus dans la façon dont vous menez les interviews, donc enfin, jusqu'à présent, Delphine et Assia, et maintenant plus que Delphine, c'est aussi vous intéresser à décortiquer comment est-ce que la personne a fait la transition entre sa thèse ou son postdoc et l'entreprise. Donc là, il y a des très bons conseils à prendre pour vous. Comment est-ce que les personnes avec un profil 100% de recherche académique ont réussi à partir en entreprise. Donc voilà, donc premier point, les interviews qui vont être menées par Delphine. Le deuxième point qui vont être les visiodocs. Alors les visiodocs, il y en a déjà eu deux, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas eu de rediffusion, ça aurait été uniquement du live et maintenant on va les mettre en rediffusion. Donc le visiodoc, l'idée c'est de faire intervenir des personnes, alors PhD ou pas forcément, mais notamment des personnes qui ont des très grosses responsabilités dans des entreprises qui vont nous donner un peu une vision haut niveau, high level de quels sont l'apport des docteurs, des PhD dans l'entreprise. Alors pour vous donner un exemple très concret, le premier visiodoc est sorti sur la chaîne YouTube la semaine dernière. Asia a eu l'occasion d'échanger avec Claude Bertrand. Claude Bertrand, il est exécutif vice-président de la recherche et du développement chez Servier. Servier, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous intéresser à cette entreprise-là. C'est un laboratoire pharmaceutique. Ils se font notamment beaucoup de recherche et développement, et notamment en France. Et voilà. Et Claude Bertrand nous partage un peu sa vision du PhD et de l'apport des PhD dans l'entreprise, et notamment sur des postes de R&D dans l'industrie pharmaceutique. Claude Bertrand nous a aussi partagé son parcours, comment est-ce qu'il en était arrivé à cette position-là. Donc voilà. Donc interviewer des personnes, on va dire, très haut placées dans des entreprises qui nous donnent leur vision et leur perception du doctorat et du docteur dans l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième projet. Et le troisième, c'est les podcasts, ce que vous êtes en train d'écouter actuellement. Donc, ils vont être menés par moi-même. Voilà, donc là, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des thématiques assez précises et de vous apporter un maximum de conseils sur ces thématiques-là. Si vous avez des choses qui viennent en tête, n'hésitez pas à venir nous les partager. Le moyen le plus simple d'échanger directement avec nous, il y en a deux. C'est soit de commenter directement sur la chaîne YouTube, de commenter les vidéos, on répondra à tous les commentaires, ou de venir interagir directement avec nous sur LinkedIn. Voilà, donc en fait, vous l'avez compris, un contenu par semaine. Donc par mois, en fait, il y aura un interview, un visiodoc et 2 podcasts. Et ça sera les jeudis à 10h. Voilà pour les actualités de Résilience sur 2023. Voilà le fruit de notre réflexion avec Asia et Delphine pour essayer aussi d'optimiser notre temps, parce que voilà, on fait ça sur notre temps libre. Et donc, on peut pas tout faire. Donc, on essaie de se focaliser sur l'essentiel et ce qu'on pense être le plus important pour vous. On va maintenant passer
au sujet du podcast du jour, qui est finalement comment s'entourer de personnes positives pour booster votre motivation et notamment votre motivation dans la préparation de votre après-thèse. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce sujet? C'est quand on échange avec vous, c'est des retours qu'on a assez régulièrement. C'est qu'avec Résilience, au-delà des conseils qu'on peut apporter ou des conseils que peuvent apporter les personnes qu'on interviewe, c'est que ça vous apporte aussi une motivation aller chercher des postes en entreprise et ça vous permet des fois, c'est une prise de conscience qu'avec un doctorat, on n'est pas bon qu'à faire de la recherche dans l'académique, mais finalement, il y a tout un éventail des possibles. Donc, on a discuté avec Assia et Delphine, et c'est vrai qu'on s'est dit peut-être un épisode de podcast là-dessus peut être intéressant. Donc avec Delphine, ce qu'on va essayer, c'est de vous donner des conseils de voilà, comment booster votre motivation et notamment comment arriver à influencer sur votre entourage pour justement avoir toujours cette motivation. Alors, le premier point qu'on souhaite aborder, ce qui est le point qui est important, peut-être même le plus important, c'est votre entourage, les gens qu'il y a autour de vous et finalement comment est-ce que vous allez pouvoir modifier cet entourage-là. J'ai commencé le podcast par une phrase alors qui n'est pas de moi. Je ne sais pas qui a été le premier à citer cette phrase, mais une phrase qu'on entend beaucoup, hein, c'est nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Donc l'idée, c'est de faire augmenter cette moyenne donc en fréquentant notamment les bonnes personnes. Est-ce que Delphine, tu veux commencer sur la partie voilà, comment influer sur son entourage direct? Ouais, 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 avec grand plaisir. Alors, commencer par quoi? Blablabla. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y avait juste une petite métaphore que j'avais envie de vous partager. C'est ce que je me disais en préparant l'échange d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment voir l'entourage. Alors après, l'entourage, voilà, il y a différentes personnes. Il y a la famille, les amis, il y a les collègues de thèse, il y a peut-être le directeur de thèse, enfin voilà. Hem, je me disais que c'était un petit peu comme l'épigénétique autour de nos séquences d'ADN. Donc il y a nous, il y a le promoteur, il y a l'information, enfin voilà. Mais l'entourage, l'épigénétique autour, c'est pas elle qui porte l'information principale, elle n'est pas exactement vous, mais elle a un rôle énorme sur qu'est-ce qui va s'exprimer exactement derrière. Donc voilà, je me disais que c'était vraiment un point vraiment important et puis une métaphore amusante pour nous les biologistes. Et voilà, après, je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est l'effet placebo, mais c'est vraiment pour réenfoncer le clou sur le fait que votre mental, il a une force incroyable. Et voilà, il y a le mental qu'on a soi-même tout seul, entre guillemets, dans son coin, mais il est fortement influencé par l'entourage. C'est pas pour rien que les grands sportifs ou les grands hommes politiques du monde entier, tout le monde a des coachs. C'est que voilà, si on reste tout seul dans son coin et ou qu'on est avec un entourage qui n'est pas si positif que ça, je pense qu'on peut vraiment passer à côté de quelque chose, passer à côté d'énergie, d'informations, etc., qui pourraient vraiment être très précieuses. Alors maintenant de façon plus concrète, je vais prendre un exemple. Après, tu me diras Alexis si tu veux compléter. Il y a sûrement plein d'autres choses à dire. Donc moi, quelque chose que j'aime vraiment énormément dans le contexte de l'entourage, c'est le côté événementiel. On peut voir deux choses différentes là-dedans. On peut voir le fait de soi-même participer à des événements qui existent déjà. Alors ça peut être des congrès, ça peut être un apéro informel, ça peut être ce qu'on veut, mais quelque chose qui va nous appeler, nous attirer et rayonner avec cette énergie positive dont on a tous besoin. Et pour aller à un cran au-dessus, il y a le fait d'organiser soi-même des événements. Et c'est ça dont j'avais envie de vous parler en particulier dans cette première partie. Comment Euh, est-ce qu'on organise un événement ah, Delphine? Quand on est ah. doctorant, quand on est PhD, quand on est dans son laboratoire, qu'on est en train on est en pleine construction de sa thèse, qu'est-ce que concrètement on peut faire pour créer voilà, des événements qui vont booster sa motivation? Ouais. Excellente question. Alors, il y a plein de choses à faire. Je vais pas dans la logistique, de faire des badges et tout ça, mais ça fait partie du deal et des compétences, des side compétences qu'on développe, et qui prennent du temps. Il y a toujours des imprévus. Enfin bref, ce que j'avais organisé avec, 4 autres personnes, donc déjà ça peut être bien d'organiser à plusieurs, hein, d'être au moins 2.
C'était une journée des doctorants. On avait organisé, voilà, alors des conférences, voilà, raconter, son début de thèse ou sa fin de thèse si on est en fin de thèse. Enfin bref, il y avait un côté assez, un petit peu congrès. On avait organisé, alors je sais plus comment on l'avait appelé exactement, dans l'idée des speed dating. Donc, rien à voir avec les rencontres amoureuses, bien sûr, mais c'était l'idée, voilà, le test dating. On avait installé des chaises avec les personnes qui tournaient et c'était présenter sa thèse et se présenter tout court, d'ailleurs, très rapidement les uns les autres. Et là, pour développer son réseau. Je vous renvoie d'ailleurs au podcast qui est assez en adéquation avec notre sujet du jour. Et donc la partie que j'avais préférée, d'ailleurs, c'est moi qui avais pris le lead sur cette partie-là par rapport aux autres personnes, c'était de faire venir des docteurs en biologie ou discipline proche, avec quelques années de plus ou un peu plus, et de faire un genre de table ronde et de voir ces personnes, elles font quoi. Un petit peu ce qu'on recrée avec les interviews sur YouTube, ce que je fais, ou ce que fait Asia avec les visiodocs, mais en vrai, dans la vraie vie, avec des vrais gens qui sont devant vous. Alors, tu demandais, Alexis, comment on fait ça? Mais je pense à l'époque que je m'étais servi de LinkedIn. Voilà, je peux laisser cette partie de côté puisqu'on l'abordera plus précisément tout à l'heure. Mais sinon, je m'étais promenée dans mon institut de thèse et demandé, ben voilà, est-ce qu'on a encore contact avec des personnes qui ont fait leur thèse ici, ou pas d'ailleurs, mais des personnes qui seraient passées entre les murs de mon institut, docteur en biologie qui travaille maintenant dans le privé. Est-ce qu'on peut les inviter? Donc voilà, simplement le bouche à oreille, choper un email, un numéro, appeler les gens. Faut y aller sans aucun filtre et dire bah voilà, j'organise une journée, vous exercez tel métier, je sais pas trop ce que c'est, je pense qu'on est très nombreux dans ce cas-là. Est-ce que vous pourriez revenir telle date, telle heure, vous présenter votre parcours et puis accueillir les questions, les remarques de notre audience. Donc voilà, après, il y a tellement d'autres choses à faire. On peut faire des impéros informels, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Mais voilà, être proactif, aller chercher les contacts qui nous ressemblent et qui pourront nous inspirer, qui sait. Tout à fait. En plus de ça, c'est vrai que alors ça rejoint aussi, tout à fait la partie, développer son réseau. Quand on organise ce type d'événement, derrière, les personnes que vous contactez, elles rentrent, dans votre réseau. C'est vrai que pour beaucoup de jeunes chercheurs, la partie développer son réseau, aller contacter comme ça des personnes pour leur demander, qu'elles se présentent. Et quand on contacte ces personnes-là en nom propre, il peut y avoir des fois une certaine timidité, une certaine, voilà, de ne pas oser, avoir peur de déranger la personne. Ce qui est génial quand vous organisez de ce type d'événement, c'est plus vous qui contactez la personne pour qu'elle vous parle. Alors oui, effectivement, c'est toujours vous, mais qui contactez la personne pour qu'elle parle à votre audience que vous avez Mhm. créée du laboratoire. Donc en fait, vous la contactez plus, enfin vous la contactez directement, mais pas pour qu'elle vous parle directement, mais pour qu'elle parle à d'autres personnes. Donc ça crée, en fait, je vous donne cet exemple-là parce que c'était notamment le cas, moi quand j'étais en thèse, je faisais partie d'une association qui s'appelait, Akidoc, qui est à Bordeaux. Et c'est vrai que, notamment au début de ma thèse, quand j'étais en première année, aller contacter des personnes pour leur demander qu'elles me présentent leur métier, je ne me sentais pas légitime là-dedans. Je sais pas, j'avais une barrière psychologique à le faire. En revanche, contacter ces personnes pour qu'elles viennent participer, on faisait des after labs notamment à Kidoc. Là, c'était beaucoup plus simple parce qu'en fait, je l'ai contacté de la part d'une association et qu'elle vienne Mm. intervenir pour les membres de cette association. Donc, d'avoir ce type d'événement, je trouve que c'est aussi beaucoup plus simple derrière pour aller contacter les personnes puisque vous les contactez non plus. Vous les contactez non plus pour vous, mais pour la communauté que vous avez créée, alors peut-être les autres doctorants de votre laboratoire, les PhD, etc. Et puis derrière, pour votre réseau, c'est juste incroyable parce que vous allez développer des connexions avec des personnes qui ont le même parcours et essayer de viser, si c'est votre objectif en tout cas, des personnes qui font autre chose que de la recherche académique. Donc effectivement, organiser des événements physiques avec des personnes voilà, qui sont autour de votre centre d'intérêt, ça va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes.
Je pense qu'une autre chose qui peut être, intéressant à développer, je sais pas, tu avais quelque chose à ajouter Delphine, sur Oui, je ce voulais point-là? rebondir juste une toute petite seconde. Tu parlais de timidité. C'est vrai que moi, ce mot, je sais à peine ce qu'il veut dire tellement que je ne me pose pas de questions. Mais je pense qu'effectivement, dans ce contexte-là, c'est bien de se cacher derrière, en fait, ah bah, pour l'association, pour l'événement, pour la journée, pour les 100, 150 personnes qui sont là. Peut-être que ça peut vous rassurer, effectivement, si vous avez une petite appréhension de dire bah, je suis qui, moi, pour contacter. Mais enfin voilà, bon. Et avec le temps, peut-être que vous pourrez vous débarrasser de certains filtres, mais c'est vrai que ça peut être une bonne méthode. Voilà, je voulais juste, appuyer sur ce point-là. Ouais, et le conseil que tu as donné, je le trouve excellent, hein. Commencer par contacter les personnes, qui étaient dans le laboratoire dans lequel vous êtes actuellement. C'est vrai que, d'avoir contacter les personnes parce que vous avez un point commun, Oui, ça aide aussi la personne à vous dire oui, pour, peut-être passer un peu de temps avec vous au téléphone ou, se déplacer. Ou, n'hésitez pas, si vous contactez en plus cette personne-là de la part de votre directeur, d'équipe, de laboratoire, bah, voilà, la personne en face, vous augmentez votre taux de succès. Donc, je trouve que le tip que tu as donné Delphine est excellent. merci. Une autre chose que vous pouvez faire au sein du laboratoire, c'est pourquoi pas, organiser monter en fait un groupe, hein, de doctorants ou post-doc qui souhaitent, partir dans le privé et organiser pourquoi pas, bah, des réunions une fois par semaine, une fois par mois où, par exemple, un d'entre vous, présenterait, un métier en particulier, un débouché possible, après la thèse sur lequel il aurait creusé la question. Pourquoi pas est-ce qu'il aurait interviewé peut-être des personnes qui font aujourd'hui ces métiers-là et qui ont un PhD et qui finalement retransmettraient le résultat de ces recherches au groupe qui se serait formé. Et c'est vrai que d'avoir un groupe avec la même ambition, bah, ça va vous permettre aussi de vous motiver entre vous, chacun de vous créer un réseau de votre côté et potentiellement, bah, de pouvoir aussi utiliser le réseau, des personnes de ce groupe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Delphine? Ouais, 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 ça fait, c'est vraiment l'occasion de se mettre en synergie. Non, ce que je me disais, c'était, mais de façon très très naturelle, j'étais en train de chercher dans mes petits souvenirs, c'était peut-être plus des petites pauses informelles ou quoi, mais les personnes que j'aimais bien aller voir, bah, c'est les personnes, qui courent dans tous les sens, qui ont la niaque, qui ont des idées, qui ont de l'envie et voilà, si moi je me sentais un petit peu, down comme on dit, un peu, morale dans les chaussettes ou quoi, bah, c'est, bah, voilà, essayer de se faire un petit peu, rehausser par une personne et il y a rien de tel que d'aller chercher une personne qu'on peut, trouver sous la main dans le labo d'à côté, le couloir, d'en dessous et cetera. Donc voilà, soyez aimantés par les gens qui vous inspirent, sans être des gros lourds. Mais voilà, non, je pense que c'est vraiment ces piliers, que ce soit pour organiser la pré-thèse, mais encore une fois, comme Alexis l'a dit, on sent que c'est quelque chose avec beaucoup de difficultés, donc c'est d'autant plus important, mais pour tous les aspects de nos vies, globalement aussi, quoi. Non, mais tout à fait, hein, surtout que des fois, enfin, au sein du laboratoire, en général, des fois, on commence une thèse, sans forcément se poser la question de ce qu'on veut faire après. On se dit: «Bah, allez, chargé de recherche, ça sera très bien, ou maître de conférence». Plus on avance au cours de sa thèse, plus on se rend compte que ces métiers sont très difficilement atteignables parce qu'il y a peu de postes par rapport, à la compétition et au nombre de candidats qui est en face. On se rend compte que, si vous voulez, devenir chargé de recherche, au CNRS, il va falloir faire quand même des postdocs. Alors un postdoc, des postdocs, à l'étranger, ça paraît obligatoire. Est-ce qu'on est prêt à assumer cette situation entre guillemets de précarité, hein, finalement, de plusieurs années de CDD? Si la réponse est oui, bah, à ce moment-là, il faut foncer. Et si on est prêt à faire ces sacrifices-là, bah, il faut y aller. Et si c'est votre vocation, il y a pas 50 questions à se poser. En revanche, si c'est pas forcément le style de vie, l'ambition que vous donnez, bah, c'est important bah, de vous entourer de personnes avec cet état d'esprit positif qui veulent aller ailleurs que dans la recherche académique. C'est vrai que voilà, clairement, c'est compliqué, hein, de rentrer au CNRS, à l'INSERM. Si des fois, moi, je me rappelle, hein, des souvenirs de thésards où il peut y avoir des fois des discussions entre
entre personnes du laboratoire où, bah, voilà, c'est compliqué d'avoir des postes, il y a peu de postes, on enchaîne, les CDD, des fois le financement de la recherche, c'est pas facile non plus. Voilà, il faut pas se laisser plomber par cette atmosphère-là, c'est une réalité. Il faut l'intégrer, mais pas voilà, se laisser plomber là-dessus. Donc voilà, ayez une dynamique positive. Si effectivement vous n'êtes pas prêt à vous lancer là-dedans, il y a d'autres possibilités en dehors du laboratoire académique. Enfin, en tout cas, que la R&D dans le laboratoire académique pour poursuivre votre carrière et votre thèse. Écoute, je pense qu'on a pas mal échangé sur cette partie-là. Donc la partie, on va dire, physique et la partie entourage physique. Il y a un autre point qu'on souhaiterait aborder, c'est notamment l'entourage virtuel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par entourage virtuel? Euh, je pense que si vous souhaitez aussi augmenter votre niveau, hein, la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, ça peut aussi des personnes que vous fréquentez, on va dire, mais de manière digitale. Ce que j'entends par là, c'est ben, notamment YouTube, par exemple, ou les podcasts. Typiquement, on va se faire de l'autopromotion, mais en écoutant, On est en, géniaux. je ne sais pas si on est géniaux. En tout cas, voilà, on essaie de vous donner un maximum de contenu et de vous pousser, de vous montrer qu'il y a un avenir au doctorat et que l'avenir des PhD, vous avez des choses incroyables à faire de votre carrière. Le tout, c'est d'en être conscient. Et donc, c'est voilà, de nous écouter, d'écouter Resilience. Ça va aussi vous permettre de rester dans cette dynamique de positivité, de vous former à la pré-thèse, de comprendre quelles vont être les possibilités. Et là, je parle de nous, mais je ne parle pas que de nous. C'est-à-dire que sur YouTube, en termes de podcast, vous allez trouver énormément de contenu. Alors, à destination spécifiquement des jeunes chercheurs, il y en a pas tant que ça. Mais par contre, vous avez des podcasts qui peuvent être sur l'entrepreneuriat, sur l'entreprise, sur le management, sur le marketing. Écoutez tous ces contenus-là. Ça va notamment vous permettre aussi de vous acclimater au monde de l'entreprise. Comment ça fonctionne dans l'entreprise? Quel est le vocabulaire qui est utilisé dans ce type de contenu? C'est le vocabulaire qu'il va falloir réutiliser lors de vos entretiens, leur montrer, écoutez, oui, je postule l'entreprise, je sais, je connais quels sont les objectifs, les ambitions d'une entreprise, on parle le même vocabulaire, je connais déjà votre monde, voilà. Et c'est vraiment un message qu'il va falloir faire passer lors de vos entretiens et vous acclimater à tout ça via cet entourage virtuel. Voilà, ça vous permettre à la fois de garder une motivation importante et également de développer votre connaissance du monde de l'entreprise. Delphine, est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? Absolument, mais bien sûr. Ça fait, je connaissais pas beaucoup les podcasts. Moi, je m'y suis mise assez récemment et alors je sais plus si c'est le mot exact, mais pour moi, c'était vraiment, au niveau du voilà, du mental, du moral en général. Je crois que ça s'appelle «Une vie saine et sereine». Après, enfin voilà, on va chercher ce qu'on veut. Peut-être des choses vraiment plus technico-techniques comme ce que tu viens de présenter, Alexis, ce qui, je pense, est une excellente idée également. Mais voilà, après moi j'ai besoin d'entendre des gens ben voilà, qui me disent que oui, je suis capable, que oui, je peux m'autoriser à faire ci ou ça. Il y a des choses qu'on entend qui nous soulagent vraiment et ça fait vraiment du bien. Donc, je suis persuadée que ce podcast-là, comme quelques autres, ça fait partie vraiment de ma vie. C'est peut-être virtuel, c'est peut-être du en ligne, les gens qui parlent ne me connaissent pas, mais moi j'ai l'impression de les connaître et ça a un réel impact et je sais que je ne vis pas du tout les mêmes journées ou les mêmes semaines si je suis, dans ces énergies de ces podcasts-là, si on prend cet exemple, que si je me laisse dans mon coin, un peu seule ou à me focaliser sur des personnes ou des sujets d'actualité. S'il vous plaît, ne passez pas trop de temps à regarder les actualités, hein, c'est c'est les mauvaises nouvelles. Bon, faites ce que vous voulez, je dis ça en plaisantant, mais voilà, ne vous noyez pas dans des choses négatives, dans des choses néfastes. Prenez soin de vous. Je pense que vraiment, prendre soin de son entourage, que ce soit au niveau plus vie réelle, entre guillemets, même si ce qui se passe en ligne est réel aussi, mais voilà, plus virtuel. Je pense que c'est vraiment se faire un cadeau de soigner tout ça, c'est vous chouchouter et c'est tellement important. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Je regardais un petit peu mes notes. Euh, Ouais, non, tout à fait. Et peut-être, des fois, on peut avoir le côté manque de temps.
C'est-à-dire, je manque de temps pour écouter ce type de contenu. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller dans les paramètres de votre téléphone. Sur Android, ça s'appelle bien-être numérique. Sur iPhone, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous pouvez voir en fait notamment le temps que vous passez par jour, par semaine sur Instagram ou autres plateformes type TikTok ou Facebook. Regardez le temps que vous passez sur ces plateformes-là. Des fois, on scrolle bêtement et c'est le but de ces plateformes, hein, que vous passez le plus de temps à scroller, à regarder ce type de contenu. Et des fois, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez pas mal de temps à récupérer voilà, c'est plutôt que de passer du temps à scroller bêtement ou à regarder trop de Netflix. Voilà, Ouais. consacrer du temps à votre carrière, à votre après-thèse, c'est important, hein, quand même, hein. La question aussi du pourquoi est-ce que vous faites une thèse. Effectivement, soutenir sa thèse, c'est important, c'est le principal, hein, quand vous êtes doctorant, mais posez-vous la question de après, qu'est-ce que j'en fais. Euh, Si c'est de la recherche académique, ayez bien conscience de la suite, hein, de comment est-ce que ça va se passer. Si c'est pas de la recherche académique que vous souhaitez faire, mais autre chose, renseignez-vous, voilà, creusez tout ça. Plus vous y prenez tôt, plus vous avez le temps et plus vous serez serein lorsque vous devrez réellement chercher un emploi. Ouais, moi je voulais juste ajouter par rapport au temps, c'est effectivement, c'est, très bonne remarque. Personnellement, j'utilise mes temps de trajet, beaucoup pour les podcasts. Bon, j'imagine qu'on est nombreux dans ces cas-là. Sinon si quand je cuisine et puis voilà, si je scrollais un peu moins, je plaide coupable, je scrolle sur Instagram beaucoup. On a Je pense tous que le même problème. ouais, 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 c'est terriblement addictif. Ils ont très, très bien étudié ça, hein, Et c'est mais valable aussi pour LinkedIn, hein. Des fois, on passe des heures sur oui, LinkedIn, enfin des heures, pas des heures, mais en tout cas beaucoup trop de après temps avoir sur si LinkedIn à rien en retirer en fait, hein. c'est ça. Mais alors c'est intéressant, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure et c'est ce que tu as rajouté qui m'y a fait repenser. Moi j'aime bien voir en fait notre existence, on oscille tout le temps entre des moments où on consomme et des moments où on produit. Si je reprends avec le contenu de ce qu'on vous a raconté jusque maintenant, le côté consommation, mais il y a je consomme, je scrolle, je suis sur Netflix. Alors oui, de temps en temps, ça peut faire du bien, on n'est pas non plus obligé d'être des machines, mais peut-être voilà, essayer de lever un peu le pied là-dessus si c'est pertinent. Il y a consommation, de podcasts, de contenu LinkedIn vraiment de qualité qui va vous en fait, ça va être un investissement. Vous investissez du temps, vous consommez du contenu, mais c'est pour vous construire. Donc c'est, enfin voilà, c'est super bénéfique. Donc il y a c'est un peu ces 2 types de consommation si je fais vraiment, un cliché. Et il y a le côté je produis, je prends les choses en main, je produis moi-même. Je vais pas lire un livre, je vais l'écrire moi-même. Je vais pas participer à un événement, je vais l'organiser moi-même. Alors voilà, lire des livres et participer à des événements, c'est très bien. Après, le faire par soi-même, c'est ce qu'on disait un petit peu en début d'échange, c'est encore un niveau au-dessus, je trouve. Mais ouais, voilà, essayez de trouver votre mix pour doser tout ça et voilà et parfaire, l'entourage, que vous méritez, en fait, tout simplement. Ouais. Alors j'ai retrouvé ces temps d'écran sur iPhone et OK. pour rebondir à ce que tu viens de dire juste à l'instant, effectivement, le fait d'être acteur, c'est-à-dire de Mmh, créer vous-même c'est ça. un événement, par exemple, c'est aussi des choses que vous allez pouvoir valoriser lors de vos entretiens. Clairement, c'est ce que cherche une entreprise, c'est quelqu'un qui va faire le job, mais surtout, au-delà du quelqu'un qui va faire le job, c'est quelqu'un qui va s'investir et qui va peut-être développer d'autres choses en plus de ce qu'on lui demande. Et si vous pouvez le prouver lors d'entretien en disant voilà, mon boulot c'est de faire ma thèse, j'ai fait ma thèse, la preuve, j'ai soutenu, j'ai publié, mais en plus de ça, à côté, sur mon temps personnel, j'ai développé des événements ADV doctorants, j'ai fait tant de réunions, j'ai fait intervenir tant de doctorants, tant de participants. Donc, c'est des choses aussi que vous allez pouvoir derrière valoriser et qui vont aussi vous permettre de développer des compétences. Mmh, complètement. Voilà Delphine, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce sujet. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, donc jeudi 10 h, si je dis pas de bêtises, c'est un visiodoc qui doit sortir. Donc voilà, restez connectés, suivez-nous sur YouTube, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, parlez-en autour de vous aussi, ça c'est hyper important. Mmh. Les recommandations, si vous aimez ce qu'on vous propose, parlez-en à vos collègues doctorants, PhD, jeunes chercheurs qui souhaitent à faire autre chose que de la recherche académique, notamment à partir dans le privé. Forcez-les à s'abonner à la chaîne YouTube. Allez, merci beaucoup, merci Delphine.
Je te souhaite une bonne après-midi et puis, à très bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous, merci Alexis et à très, très bientôt. Salut, ciao.